Bonjour Estelle, on va commencer ce live. On est en train d'accepter les participants qui arrivent. Aujourd'hui, on va parler de leadership conscient. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci Edmé pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Estelle, est-ce que tu as envie de te présenter le temps que voilà, tout le monde arrive et je vais me présenter aussi. Et puis après, on va commencer à échanger autour du leadership conscient. Bonjour à Maud alors. Bonjour Alors moi je Maud. suis Estelle Copinet, je suis coach depuis 5 ans et donc j'accompagne en entreprise, dirigeants, managers et collaborateurs sur des thématiques de leadership et principalement sur donc, les 3 piliers pour moi. Quand on parle de leadership, c'est déjà la relation qu'on a à soi-même, la relation qu'on a avec les autres et la relation qu'on a au monde. Donc, ça prend différents formats d'accompagnement, mais c'est sur cette thématique-là que j'interviens. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a résonné en toi dans les problématiques de leadership? Que j'ai pu rencontrer pendant les accompagnements, tu peux dire? Non, pourquoi tu as commencé à travailler sur ce thème? Parce que finalement, Ah, tu es coach et puis pas du tout travaillé sur le effectivement. leadership. Alors en fait, avant, j'ai occupé des fonctions de directrice de centre commercial. C'était mon métier d'avant. Et c'était assez naturel de m'intéresser justement à la fois aux relations humaines, à l'évolution de mon équipe, et puis un travail personnel que j'ai effectué pendant un peu plus de 10 ans avant. Donc tout ça ensemble ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit que ça avait plus de sens et que je serais plus utile si j'allais accompagner les gens à justement trouver leur leadership le plus juste pour aider les organisations. Voilà, ça résonne beaucoup ce que tu dis. Alors moi, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Edmé, je suis executive coach, accompagnatrice holistique. Je vais accompagner les dirigeants, les décideurs, les managers, les entrepreneurs à récupérer leur souveraineté personnelle, donc un chemin de transformation intérieure et comment on va le mettre au service après de leur projet professionnel pour avoir plus d'influence sur leur intérieur, mais aussi sur l'extérieur, sur leur environnement et comment ils peuvent avoir un impact aussi plus grand à travers leur business et leurs projets. Mm. Voilà, donc c'est très large. Et comme toi, j'ai eu une première vie où j'étais juriste fiscaliste, Ouais. donc beaucoup dans le mental, dans les chiffres. Et puis Mm. j'ai continué aussi dans le management pendant quasiment 8 ans. J'ai Mhm. géré des équipes de 30 à 700 personnes. Et là aussi, j'étais à la fois dans l'humain, mais aussi beaucoup dans les chiffres. Et c'est ce qui m'a amené à repenser Mm. ma notion de la performance, ma notion du management par la force des choses. Parce que, on le verra peut-être après, mais je suis un peu devenue le manager que je redoutais et que je n'avais pas envie d'être et qui m'a Mm. amené à une prise de conscience sur laquelle j'accompagne aujourd'hui. Oui, ça résonne complètement. Je vois que de par nos parcours, euh, d'avoir ce leadership plus humain, c'était ce vers quoi on avait envie d'aller et donc d'ouvrir cette conscience par rapport à ce qui se faisait enfin, ou ce qui se fait encore dans certaines entreprises, effectivement. Exactement. Moi, je n'avais pas cette conscience-là quand j'étais en entreprise. Mm. Je captais que quelque chose ne fonctionnait pas et que dans mon fort intérieur, il y avait une dissonance, mais je ne mettais pas encore le mot de conscience dessus, de leadership conscient. J'étais vraiment dans ce qu'on peut appeler des automatismes. Mm. Là, on va en parler. C'est peut-être la différence aussi qu'on peut faire entre les graduations de conscience, entre le leadership inconscient et conscient. Mais Mm. avant ça, avant de commencer à échanger, ce que je vous propose, c'est déjà de poser le contexte de pourquoi on est passionné par cette thématique du leadership conscient et de pourquoi aujourd'hui on a envie de se questionner et de vous proposer une réflexion, une grille de lecture et d'échanger sur ce sujet qui nous est cher et qu'on porte au niveau individuel, mais aussi au niveau des organisations. Est-ce que ça te va, Estelle, de poser le C'est contexte? parfait, oui, carrément. Et je précise que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre au fur et à mesure dans le chat et on prendra à la fin À la fin, un petit temps. Mm. pour échanger et même ouvrir les micros et les caméras pour ceux qui veulent, pour échanger de manière authentique. Alors, le contexte, c'est
on arrive depuis quelques années, on peut constater qu'il y a l'épuisement d'un système. On arrive à la fin d'un cycle. On avait un fonctionnement depuis le début de l'humanité, qui était plus peut-être dans le mental, dans la force, dans l'expression de la puissance, et même aller vers quelque chose de très structuré, de très pragmatique, qui ne fonctionne plus. Donc, il y a comme une perte d'équilibre, de cohérence dans le fonctionnement des sociétés, qui ont amené à l'épuisement de beaucoup de systèmes différents. Un épuisement qui est individuel et collectif. Par exemple, avec nos modes de pensée, nos modes de vie, qui nous amènent à être épuisés physiquement, psychologiquement, burn-out, stress, anxiété, voilà, tout ce genre de choses qui nous amènent à dire qu'on va dans le mauvais sens. Épuisement aussi du système de santé, on l'a vu pendant la crise sanitaire où l'hôpital est à bout de souffle et où on va valoriser le mental, la science et la médecine allopathique et se dire il n'y a rien d'autre qui existe. C'est ça aussi, ce genre d'incohérence. Épuisement du système de médias qui, au lieu de nous informer, de rassembler, de créer de la cohésion, parfois va désinformer, parfois va accentuer cet état d'esprit de division. Ça peut être aussi l'épuisement des systèmes éducatifs qui, au lieu de redonner du sens aux nouvelles générations, du sens dans les deux sens, hein, une direction et aussi une signification, va plutôt créer de la confusion. Et donc, on arrive dans tous ces systèmes, même au niveau politique, qui s'épuisent, qui ne fonctionnent plus et qui vont créer des crises. Alors, crise sanitaire, crise des inégalités, crise écologique, crise même énergétique. Et on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Et le constat que beaucoup de personnes peuvent faire, et c'est le constat aussi qu'on a fait avec Estelle, c'est que ce n'est pas une crise des ressources. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de ressources au niveau scientifique, au niveau des richesses, au niveau de voilà, tout ce que vous voulez. Mais pourtant, il y a des problèmes qui se présentent à l'humanité qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, la seule équation commune, c'est quoi? C'est la conscience de l'être humain. Le problème, c'est le comportement de l'être humain par rapport à ce problème. C'est de penser toujours de la même manière. Et en vérité, on arrive à une crise des consciences. Et plus on va élever le niveau de conscience au niveau individuel, plus on va créer de nouveaux comportements et on va créer un nouveau mode de fonctionnement, et c'est ce qu'on va appeler le nouveau monde. Et ce n'est pas quelque chose d'utopique, c'est quelque chose vers lequel on va, puisque l'ancien système est épuisé. Et donc, ça se traduit à la fois au niveau individuel qu'au niveau collectif. Est-ce que ça te parle, Estelle? Je pense. Complètement. Et c'est intéressant quand tu parles d'évolution de conscience, parce que comme tu l'as très bien dit, je te rejoins là-dessus. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais ça se fait en fait naturellement. Tout à l'heure, tu me disais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup tu changes de vie, et donc je t'avais parlé de conscience, et moi aussi à l'époque j'en étais pas là. Mais c'est des choses qui sont déjà en nous, c'est des ressources qu'on a déjà et qu'on décide à un moment donné, comme ce qu'on peut voir dans les entreprises, un système, comme tu l'as dit, de performance qui est obsolète, qui s'essouffle, qui abîme, moi je trouve, dans les accompagnements que je peux faire, où les gens sont fatigués, les gens sont stressés. Donc, de faire le constat que si là, ça ne fonctionne plus, quel est le nouveau système sur lequel on va pouvoir reconstruire, mais pas comme un sauveur, pas ouf, il faut trouver un nouveau système qui va fonctionner. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a envie de créer et de proposer pour avoir juste comme certitude, peut-être pas d'attente en termes de résultats immédiats, mais d'avoir une confiance absolue que, comme tu l'as dit, les ressources qu'on a chacun en nous pourront demain construire un nouveau modèle de société, d'organisation, de mode de vie, en fait. Ouais. Et pour toi, c'est quoi le leadership conscient? Même le leadership tout court, je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Allons-y, le leadership conscient, pour moi, c'est un changement de paradigme qui s'opère en fait en chacun de nous. On n'a pas besoin non plus d'être un dirigeant ou un leader de structure. Ça peut être une personne, c'est tout le monde, tous les humains en fait, on est tous des leaders, mais on va changer de paradigme dans la mesure où on décide en fait d'agir à partir, pour moi, de ressources qui sont internes.
plutôt que de réagir à ce que nous propose notre environnement de travail, notre environnement personnel, on va plutôt proposer ce qui est juste pour nous. Mais pour ça, il faut avoir cette capacité à écouter un autre organe qu'on a un petit peu oublié, je trouve, dans le développement des organisations et de la société, qui est le cœur, et qui fait partie de l'être humain, comme le cerveau, comme le mental, et qui a lui aussi beaucoup de ressources. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce que tu as dit. Bon, bien sûr, le cœur, j'y reviendrai après, mais c'est surtout ce côté réactif. Oui. Pour moi, le leadership conscient, c'est vraiment un chemin de transformation intérieure et personnelle. C'est un chemin d'expansion de la conscience qui va s'exprimer à travers le leadership et parfois l'organisation. Effectivement, comme tu l'as dit, ça concerne tout le monde. Une maman, c'est une leader aussi dans sa famille. Donc, on peut être leader à une petite échelle, si on peut dire ça, et aussi au sein d'un système. Et si on devait un peu schématiser les choses, quand on parle de leadership conscient, on a l'impression qu'il y a un leadership qui est plus inconscient. Et c'est là où le mot réactif est très important. Le leadership traditionnel, tel qu'on le connaît et tel qu'on l'apprend anciennement dans les écoles de commerce, j'espère que ça change aujourd'hui. Je ne suis plus à l'école, mais j'espère vraiment que ça change. C'est un leadership qui va être très réactif, où je vais mettre en place un système de réponse à mon environnement qui va être dans la réaction, donc très rigide, pas beaucoup d'agilité, qui va être dans la force, dans la planification, dans l'organisation. Contrairement au leadership conscient, où je vais plus être dans un système de réponse qui est créatif, qui va favoriser l'innovation, qui va favoriser l'agilité. Et du coup, quand je suis dans ce type de leadership qui est plus, on va dire, qui va créer une sorte de crispation, presque de sclérose, et qui va bloquer l'innovation et l'évolution, ça va être un leadership qui est plus égocentré, en fait. Égocentré, ça veut dire quoi? Qui est plus centré sur les besoins du leader, donc les besoins personnels, Oui. ou les besoins de la société, mais au sens propre. C'est-à-dire les besoins d'évoluer au niveau des KPI et au niveau financier. Donc, ce n'est pas au niveau du collectif. Et du coup, je vais être réactif et je vais être égocentré. Alors que le leadership conscient, il va amener un nouveau paradigme qui est, je peux répondre à mes besoins en tant que leader, en tant que décideur, je peux répondre aux besoins de mon équipe, mais aussi aux besoins de tous les acteurs. Les acteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire les prestataires, les fournisseurs, les clients, et aussi œuvrer pour quelque chose de plus grand. Donc, je vais être éco-centré. Je vais agir sur mon écologie, mais aussi sur mon environnement. Et je vais aller vers quoi? Vers un leadership qui est plus humaniste, où je vais me poser la question de comment je peux avoir un impact positif sur l'environnement, sur la planète, sur l'évolution de l'humanité, en œuvrant pour des grandes causes, comme la lutte contre la pauvreté, des inégalités, peut-être développer une entreprise aussi qui est plus verte dans le choix de mes prestataires, dans ma consommation, etc. Et ça n'engage en rien, ça n'entache en rien la productivité, la performance de l'entreprise. C'est juste une manière différente de percevoir mon travail au quotidien et comment je veux œuvrer en même temps que je fais des bénéfices. Oui. Donc là, on sort un peu, pour moi, tu vois, de cette dualité qu'on a pu mettre. C'est-à-dire que si je commence à m'intéresser à moi, à faire ce travail intérieur, forcément, je ne vais plus être performant. Ou alors, je vais perdre du temps. Ou alors, parce qu'effectivement, les résultats quand même d'un travail intérieur aussi prend du temps. Donc là, on n'est plus sur le même timing. On n'est plus sur le même timing et en même temps, tu as dit quelque chose de très important, c'est que l'ancien système qui était gouverné par le mental, l'organisation, quelque chose de très cartésien, était vraiment prôné la dualité. Oui. Soit je suis performant, soit je ne suis pas performant. Il y a autre chose, il y a aussi la performance durable. Il y a comment je prends soin de mes ressources pour créer une performance durable. Avec l'ancien système, l'homme dans l'entreprise, les travailleurs, étaient juste une force de travail. Et donc, si je suis juste une force de travail, on peut m'épuiser, puis on peut me remplacer par quelqu'un. C'est une logique qui est consumériste.
Alors que si je suis reliée à quelque chose de plus grand, si je deviens un leader qui est visionnaire, je me connecte aussi à l'invisible. L'invisible dans le sens où j'ai la capacité de me projeter dans un avenir qui n'existe pas, Mmh. qui est meilleur Mmh. et qui va œuvrer pour le collectif, Mmh. l'humanité, la société. Et donc, je suis connectée à quelque chose qui est bien plus grand que moi. Et c'est là où on passe que tu disais tout à l'heure, du leader contrôlant qui est plus axé sur ses besoins personnels, ses intérêts personnels versus la transformation intérieure, je la mets au service en fait du bien commun. Exactement. Ouais. Ah, ça me fait penser que je peux vous montrer quelque chose qui va schématiser en fait ce chemin d'expansion de conscience, de la conscience humaine, mais qui va s'exprimer à travers le leadership. C'est les 7 niveaux de conscience du leadership. Alors, j'aime pas le terme niveau de conscience, mais ça schématise bien comment certaines organisations, certaines sociétés peuvent être bloquées dans des stades en fait de développement. Et ça, ces 7 niveaux de conscience, ils ont été identifiés par le Barrett Values Center, qui est un organisme qui œuvre au UK et aux États-Unis sur la transformation de l'humain et des organisations, et qui va identifier en fait le point de départ du leadership. Le leadership contrôlant, là, qu'on voit en bas, leadership influent, leadership gestionnaire, sont des organisations qui sont très prudentes, qui ne favorisent pas la créativité et l'agilité, et qui ne vont pas permettre d'avoir une expression en fait de faire des erreurs pour les employés. On va commencer, quand on est leader influent, on va commencer un petit peu à s'intéresser aux relations, mais on ne va pas mettre en place des choses qui sont efficaces pour pouvoir transformer la relation au sein de l'entreprise et répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux. Puis, on va passer au leader gestionnaire, mais le leader gestionnaire, il commence à avoir une conscience, mais il est très centré sur la performance et la productivité. Il va avoir du mal à se détacher du processus. Et c'est là où vous pouvez reconnaître toutes les sociétés qui sont qui ont une organisation pyramidale, hein, et qui sont engluées dans ça. Et là où on va intervenir avec Estelle, c'est au niveau 4, la transformation du leader, qui va commencer à avoir une sorte de chemin de développement personnel et spirituel, et qui va commencer à influencer les autres, à avoir une maîtrise personnelle, à développer son intelligence émotionnelle, sa capacité de résilience. Et il va accompagner la transformation personnelle aussi de ses équipes. Et nous, on intervient à ce moment-là, l'éveil de conscience du dirigeant, pour pouvoir aller vers le leader inspirant, mentor, visionnaire, qui va devenir un facilitateur, qui va créer des alliances stratégiques, qui va créer la co-création aussi, qui va favoriser la co-création dans l'organisation et qui va se connecter à quelque chose de plus grand que lui. Est-ce que je ne sais pas, je me suis permise de dire qu'on intervient au niveau 4. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, oui, complètement, tout à fait. À un moment donné, de se dire, tiens, qu'est-ce qui bloque dans mon leadership? Qu'est-ce qui fait que je suis... ouais, tu parlais d'être essoufflé, de vouloir se renouveler aussi, ou tout simplement, la façon dont j'ai été un leader, dans les cas que je peux voir, a toujours bien fonctionné, et là, d'être un peu désemparé en se disant, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne plus, surtout avec les nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui. Donc ça demande aussi, c'est intéressant parce que c'est systémique de voir quand ça bouge aussi des deux côtés, qu'est-ce qui fait que moi, je dois à un moment donné, en tant que leader, regarder et donc amener ces leaders-là à regarder déjà en soi ce qu'ils doivent travailler, d'aller regarder les ombres, on parle d'ombres aussi, des peurs, des limitations, des blessures aussi. Donc c'est aussi tout le travail qu'on peut faire dans cette première étape de la reconnexion à soi. Et je sais que ça, c'est pas forcément confortable. Et c'est ce qui, parfois, je vois bien, entre le comprendre et puis ensuite amener à se transformer, c'est parce que, bon, l'ego n'est pas toujours d'accord à ce niveau-là de transformation. Et c'est souvent là où, je ne sais pas si toi tu ressens ça aussi, mais les résistances apparaissent au niveau de cette transformation personnelle. Oui, c'est clair. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des présupposés un peu du leadership conscient. Ouais. Et un d'eux, c'est le travail sur l'ego. Je dirais qu'il y a 2 choses qui sont vraiment importantes pour le concept du leadership conscient. C'est que le leader conscient, il récupère sa souveraineté. Il a conscience qu'il a une influence qui est tridimensionnelle. D'abord sur son monde intérieur, qu'on peut considérer comme un système.
voyez, quand on vous dit, vous n'êtes pas tout seul dans votre tête, il y a l'ego, le persona, l'ombre, le soi, tout ça. J'ai une influence sur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ensuite, j'ai une influence sur le collectif, mais au sens strict. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la famille, le petit groupe, l'entreprise. J'ai une influence qui est directe sur ça, dans mes interactions, dans ma manière de penser, dans les filtres que j'ai, dans les biais que j'ai. Et puis, j'ai une influence sur le collectif au sens large. L'humanité, la société, la planète, l'environnement. Et le leader conscient, il a conscience de cette influence et il a conscience aussi que il joue un rôle dans l'influence qu'a son environnement extérieur sur lui. Donc, je récupère ma souveraineté et l'impact que je peux avoir sur le monde et l'impact qu'a le monde sur moi. Donc, c'est très responsabilisant. C'est pour ça que j'adore cette approche. Oui, tout à fait. C'est très responsabilisant et on a échangé, mais ça fait penser effectivement à quel moment on peut récupérer cette souveraineté et pourquoi pas, on en parlait, de se dire dès l'école, dès l'école, les enfants aujourd'hui, leur donner le choix de se présenter, d'arriver en classe. C'est pareil, qu'on arrive face à ses collaborateurs dans un COMEX, dans une réunion ou à l'école, c'est avec quoi je viens, comment je me présente au monde aujourd'hui, c'est quoi mon ressenti, enfin, c'est d'être conscient de tout, de toutes ces réactions, de toutes ces émotions, de tout ce système intérieur. Ouais. Et d'être connecté à son D'être monde connecté à intérieur. ça. Ouais. Et ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'en France, on a cette tendance à laisser le cœur à l'extérieur de l'entreprise. Le cœur, les émotions, c'est tabou. Parce que ça renvoie peut-être à une vulnérabilité. C'est inconfortable de se montrer vulnérable pour un dirigeant, pour un manager, même pour un professionnel. Pleurer, c'est pas bien en entreprise. Montrer ses émotions, être ému, c'est pas professionnel. C'est faible. Faible, ça renvoie à la vulnérabilité. C'est pour ça que quand on parle d'amour en entreprise, il y a des gens qui se crispent comme ça, parce que ça renvoie à la vulnérabilité. Mais l'amour, elle doit être considérée comme une source d'énergie qui nous connecte à nos valeurs humaines. L'empathie, la bienveillance, le prendre soin, l'énergie yin. Voilà, le féminin qui existe en chacun de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans des pays qui ne sont pas si éloignés que ça, comme la Finlande, on apprend aux enfants à se reconnecter d'abord à leur monde intérieur. Et la société, l'organisation a la responsabilité de créer un espace pour que chaque individu ait la possibilité d'avoir une hygiène de l'être. Complètement. Et or, en France, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce n'est pas du tout le rôle de l'entreprise. Et pourtant, la Finlande, c'est l'un des pays où les gens sont le plus heureux, où il y a une énorme productivité au niveau des entreprises. Et nous, on continue à se dire, pas du tout. Enfin, si on fait ça, personne ne va travailler, il n'y aura pas de productivité, il n'y aura pas de performance. C'est un non-sens. Oui, c'est un non-sens. Et alors, j'ai l'impression que ça bouge quand même. Mais effectivement, de se dire qu'aujourd'hui, l'entreprise n'est plus là pour faire du profit, enfin uniquement, parce que c'est pas parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là en train de dire maintenant c'est autre chose, c'est plus la dualité, c'est à la fois permettre aux individus de se développer en tant qu'être humain, ça peut être aussi la raison d'être de l'entreprise, et en même temps faire des profits. Et c'est là où on revient sur ce mouvement de paradigme et de mouvement intérieur, de se dire plutôt que d'aller m'adapter à un système qui me fait souffrir, parce qu'on est tous différents. Et moi, je travaille beaucoup sur la singularité et les talents de ce qu'on a à l'intérieur. Tu disais, on n'est pas tout seul tout à l'heure dans notre tête, mais non seulement on n'est pas tout seul, mais en plus, on a énormément de talents, énormément de facettes, de personnalités qu'on n'ose pas montrer et qui serviraient tellement, en fait, à la fois au sein des équipes, à la fois au sein des organisations, à la fois dans des projets pour le monde, en fait, tout simplement. Et je suis partie dans mon idée. Et je parlais de mouvement intérieur et de se dire aujourd'hui, peut-être que l'entreprise devrait un peu plus ajouter cette raison d'être de développement des êtres humains, tout simplement. Devrait, c'est en fait aujourd'hui elle en a besoin parce que l'ancien système ne fonctionne plus. L'ancien système qui était réactif, j'agis comme un pompier. Je suis dans la structure, l'organisation, mais aussi la rigidité. Donc ça fonctionne très bien quand je suis dans un terrain qui est connu. Seulement aujourd'hui le terrain,
Il est plus Il est connu. plus connu. Oui. L'environnement, il est trop complexe. Enfin, trop. Il n'y a pas de trop. Il est complexe. L'environnement est complexe et on doit s'adapter en permanence. Donc, si on veut mettre en place des organisations qui sont agiles, on doit avoir un système de réponse qui est créatif et qui va favoriser l'innovation. Et pour ça, les employés doivent être dans un espace de sécurité où ils peuvent faire des erreurs, où ils peuvent exprimer leur singularité, où ils peuvent sortir du cadre, tout en permettant la performance. Donc, la question, ce n'est pas est-ce qu'on va être performant. La question, c'est est-ce qu'on va vers une performance qui est durable ou est-ce que je cherche la performance qui est ponctuelle et je vais tout le temps dans la réaction et je ne vais pas être dans l'anticipation de ce qui peut arriver et dans l'innovation, d'apporter quelque chose de nouveau. C'est plus ça. Ouais. Et ça me fait penser du coup à, comme tu disais, c'est aussi d'accorder, donc là je me repositionne au niveau du leader et donc du travail qu'il a fait lui-même à la fois sur ses pensées, sur ses croyances et ses valeurs. Ça veut dire que derrière, j'accorde le droit à l'erreur. Ça veut dire que derrière, je travaille mon lien de confiance avec mes collaborateurs. Et là aussi, pour certains, il y a du travail à faire sur ces piliers-là. Pour Pour toi, les c'est enfants. quoi le... Excuse-moi, pardon. Non, vas-y. C'est quoi le point de départ de ce travail que tu peux faire avec les décideurs? Par rapport au travail intérieur, tu veux Oui, dire? par rapport au travail intérieur, oui. C'est Ouais. quoi le point de départ? Déjà, moi, je propose souvent de regarder leur mode de fonctionnement, à la fois en termes de ressources, comment ils arrivent à se ressourcer, comment ils prennent leurs décisions, comment ils réagissent à l'information extérieure. Donc, c'est sur différents piliers. Donc, souvent, ça passe aussi par des questionnaires de personnalité qui peuvent aider au début du coaching. Et puis, après, j'ai des approches un peu plus créatives, comme autour de la singularité, où là, on va carrément parler d'un récit de vie, on va remonter en fait à des choses un peu plus personnelles. Donc, j'ai deux formes d'approche par rapport à ça. Ok. Toi. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose que toi, mais le présupposé, c'est déjà la porte d'entrée de travailler sur l'ego, sur le monde Oui. intérieur. Et dans ce monde intérieur, c'est où sont mes peurs? Comment je me reconnecte à ma vulnérabilité? Comment j'essaie de trouver cet équilibre entre le yin et le yang Ouais. dans la philosophie orientale qui est que voilà, chaque chose qui existe a ces deux énergies qui sont complémentaires, qui peuvent paraître opposées, mais en fait qui sont des sources complémentaires. Et quand je privilégie une énergie plutôt qu'une autre, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est déjà se reconnecter à ça. Qu'est-ce qui fait que je vais plus dans une énergie plutôt qu'une autre? Et travailler sur l'ego, les biais, les préjugés. Et ça peut être la porte d'entrée, les tests de personnalité. Pour moi, Oui, ça tout à c'est un fait. process comme. On va beaucoup travailler sur l'ego. Et après, on va rentrer plus dans une hygiène de l'être, puisque j'accompagne des décideurs, des performeurs. Donc, c'est comment je peux manager mon énergie pour atteindre un haut niveau de performance. Et là, du coup, on va travailler sur plein de points. Sur à la fois mes peurs, sur mes relations. Est-ce que j'ai des relations qui me ressourcent ou est-ce que j'ai des relations qui pompent mon énergie, littéralement? Ça peut être aussi sur l'ancrage, la présence, l'attention. Et ça, c'est un très gros travail à faire. Généralement, on travaille 6 mois avec les dirigeants, les managers, les décideurs, juste sur ça, sur leur monde intérieur et sur comment je suis présent. Parce qu'on est dans un monde où on n'est plus présent. Vous êtes là en train de nous écouter, et peut-être que vous parlez en même temps à quelqu'un d'autre, que vous regardez votre mail, que vous dites je dois faire ça après. Et donc, il y a un défaut de présence. La première chose, c'est ça, la présence, l'ancrage, la disponibilité avec moi-même, mais aussi avec les autres. Et après, il y a une partie aussi, comment j'oriente mon énergie, comment je mets de l'attention et de l'intention dans ce que je fais. C'est quoi l'intention derrière dans ce que je propose à mes employés, à ce nouveau projet que j'ai envie de faire? Parce que dans le leadership inconscient, il y a quelque chose d'automatique. J'ai une réaction automatique. Alors que quand je remets de la conscience, je me dis, ah, c'est quoi mon intention quand je fais ça? Et puis après, il y a une partie aussi qui est plus
spirituelle, où on va développer l'intelligence spirituelle, qui est composée de 3 choses, l'intelligence du corps, du cœur et l'intelligence intuitive, pour apprendre à trouver un équilibre entre l'intelligence qui est très pragmatique et ce côté-là qui est plus lié à l'invisible, pour se relier au vivant, voilà, à quelque chose d'autre. Mmh. Ouais, ouais, et je partage complètement ce que tu dis et le travail du corps, moi, ça me fait penser à ça, effectivement. Ce travail du corps par lequel je passe pour aller travailler ce leadership plus ouvert, plus humain, à travers des techniques de centrage que j'ai donc auprès de notamment une en particulier, celle de Pierre Goiran que j'aime beaucoup, c'est la méthode adéquat et qui passe déjà par finalement cette danse, j'ai envie de dire, parce que tu parles du féminin, du masculin. Moi, j'aime bien parler aussi de lignes et cercles, parce que c'est vrai que parfois masculin, féminin. J'ai vu chez certains coachés un peu surpris quand on entend parler d'énergie féminine. Donc, je parle de cercles et de lignes. Effectivement, cette danse entre cette mise en action, cette réceptivité que peut avoir ces énergies. Et au final, même quand on parle de leadership conscient, c'est un travail pour moi de tous les jours. C'est un travail, et c'est pas pour autant qu'on ne retombe pas dans ce qu'on connaît, qu'on ne retombe pas dans ces patterns. Et repasser par le corps permet, tu parlais de présence, permet effectivement de danser entre une réactivité qui va être là, parce qu'on l'a tellement développé et côtoyé que voilà, versus un centrage qui me permet juste d'accueillir, d'être ouvert, sans jugement, euh, être ouvert à ce qui arrive, à ce qui est présent, et donc d'avoir cette clarté pour intervenir, pour rentrer en relation, pour créer, pour innover et tout ce qu'on met derrière. Je le vois Est-ce plus qu'il y a aussi des comme... préjugés qu'on peut avoir, on va dire les réticences qu'on peut avoir par rapport à ce travail de présence, de se reconnecter au corps, Ouais. qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme résistance en fait? Qu'est-ce qu'on peut te... Eh ben, les personnes vraiment dans leur mental, et ça met du temps, ne sentent rien en fait, ne comprennent pas, parce que du coup, même les informations ou de guider un centrage, pour eux, ça va passer directement par le mental. Et donc, c'est du coup de rester dans cette rigidité, d'être, comment dire, la mobilité du corps, le corps qui n'arrive pas juste à se poser, mais à se déposer, qui est plus, tu vois, en mouvement, et de se dire vivement que ça se termine. C'est vraiment ça. C'est les résistances, c'est de se dire j'ai peur parce que je connais pas, je me suis coupée complètement à la fois au niveau corporel mais au niveau des émotions, que j'ai pas envie d'y aller. Et donc là, il y a une incompréhension et donc progressivement, je les emmène vers se détendre en fait pour juste essayer sans jugement d'écouter les subtilités du corps en fait. Et si on parle des émotions, quelle est la place des émotions dans tes accompagnements? Euh, Elle prend une certaine place où je leur explique en fait que les émotions aussi pour moi, tu parlais d'énergie tout à l'heure, mais moi c'est aussi une énergie qui vient nous apporter, si tu veux, un message. Et c'est une des portes d'entrée en fait que je propose pour aller lever certains blocages, certaines croyances, et d'aller faire un travail sur ces émotions et d'écouter le message qu'il y a derrière. Quand je suis en colère en fait, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour poser mes limites ou dire stop? Quand j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en sécurité? Et donc, on travaille comme ça dans les accompagnements, que ce soit en individuel ou en collectif, sur d'aller écouter le message de l'émotion, euh, ne pas la rejeter, ou en tout cas ne pas le dire ah, encore une fois, c'est pas bien parce que j'étais en colère ou c'est pas bien. Non, au contraire, accepter que cette émotion, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Donc forcément, certaines sont plus désagréables que d'autres, mais elles ont toutes leur place en fait. Mmh. Et selon toi, qu'est-ce que ça apporte de remettre de l'émotion dans sa prise de décision? Parce que on était dans un système où on disait non, mais Ouais, tout à c'est fait. pas bon d'être dans l'émotion. Et donc, on fait peut-être des amalgames entre prendre des décisions qui sont émotionnelles et se reconnecter à ses émotions, qui pour moi n'est pas du tout la même chose. Mmh. De rendre un leadership plus humain pour moi. On parlait d'humanité tout à l'heure, ça passe par quoi en fait? En tant qu'être humain,
on a cette capacité de ressentir les émotions, de pouvoir les exprimer. Alors, à quel moment, voilà, on nous a dit qu'il fallait, maintenant que c'est comme ça, dans un certain cadre, il faut ne pas les exprimer et voire les réprimer. Pour moi, non, le leader de demain, c'est aussi, alors, pour pouvoir accueillir celle de ses collaborateurs, c'est déjà connaître les siennes et être assez à l'aise avec ce système de cette intelligence émotionnelle, de ne pas en avoir peur. Et là, il y a aussi un grand travail à faire parce que si déjà en tant que leader, je ne comprends pas mes propres émotions, je m'en suis coupée et j'ai du mal à y aller, ça va être compliqué d'expliquer que pouvoir accueillir ceux de l'environnement. Et paradoxalement, se couper de nos émotions, c'est ce qui nous a coupé de notre boussole intérieure. C'est pour ça qu'on arrivait à des organisations où il y a un manque de cohérence sur les décisions qui sont prises, où on doit par exemple participer à des réunions tous les lundis où on n'a pas lieu qui n'ont pas lieu d'être, où on n'a pas d'avantage et de plus-value à être, mais on doit être là. C'est un exemple d'incohérence qu'on peut avoir. Ou de travailler jusqu'à l'épuisement professionnel pour gagner sa vie, mais finalement de ne plus avoir de vie. Oui. C'est l'incohérence. Et finalement, si on s'était reconnecté, si on avait été relié à nos émotions, à notre corps, à notre intelligence intuitive, et qu'on écoutait tout simplement ce que nous dit notre intelligence spirituelle, c'est qu'il y a une incohérence, on ne va pas dans le bon sens. Ouais. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on s'est déconnecté de l'outil le plus puissant qu'on a, le cœur, qui est un outil de centrage, de connexion et d'alignement, et qui nous permet d'être une boussole de cohérence finalement. Parce que je ne sais pas si tu as entendu ça, mais je ne sais plus exactement combien de neurones a le cœur, mais le cœur a des neurones qui arrivent à capter des messages bien avant le mental. Donc là, encore une fois, ce n'est pas de dire le cœur versus le mental, c'est le cœur au service, en fait, au service d'eux, pour que le mental puisse on a besoin de toute façon de notre mental, comme on parlait d'ego tout à l'heure, on a besoin de cet ego. L'idée, c'est pas de se dire, oula, j'ai de l'ego, donc je suis pas un bon leader. Non, mais à un moment donné, de se dire, est-ce que je me fais driver par lui? Est-ce que ma réaction, elle est due à un ego assez fort, puissant, ou est-ce que finalement, à un moment donné, je peux lui dire, oui, je t'ai reconnu, mais c'est pas ce que je veux faire. Mon cœur me dit autre chose, en fait, et ma personnalité autrement. Et de ne pas nier une part plutôt que l'autre, mais comme tu dis, de trouver un équilibre, parce qu'effectivement, le cœur et le corps, donc l'intelligence du corps et du cœur, vont nous donner des informations que capte pas directement le mental. Le mental comprendrait, mais il faudrait des étapes intermédiaires pour essayer d'étiqueter, de mettre dans des catégories, de mettre dans des cases. Et cette intelligence spirituelle, qui va aussi avec l'intuition, va capter des informations et va nous permettre de donner du sens et de la direction à nos actions, à nos directions, nous reconnecter à nos valeurs, à qui on est au plus profond de soi. Et c'est pour ça que c'est d'abord un chemin d'expansion de conscience et un chemin de transformation personnelle. Et il y a aussi cette responsabilité quand on est dirigeant, quand on est décideur, parce qu'on a la capacité d'agir sur et de changer le fonctionnement du collectif. Et c'est là où, en tant que décideur, c'est hyper important d'aller vers ce leadership conscient. Même si, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai pour tous les individus. Oui. Ouais, ça me réchauffe le cœur de parler de ce sujet aujourd'hui, et je trouve ça tellement important, tellement... ça permet de se reconnecter en fait au vivant, à l'invisible et à quelque chose, à un avenir qui est meilleur aussi. Et d'avoir pour moi aussi cette... on parlait de responsabilité tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, de se dire qu'on peut agir à notre manière. Je trouve que c'est hyper puissant. À un moment donné, tu parlais de retrouver sa souveraineté personnelle, mais si tu imagines, si chaque individu sur Terre retrouvait sa souveraineté personnelle, il y aurait plein de propositions à faire. Il y aurait cette énergie pour moi aussi de mise en action. Pour revenir sur l'amour aussi, tu parlais d'énergie, et moi je vois aussi aimer, c'est se mettre en action en fait. Se mettre en action pour le bien commun, pour proposer ce qu'on a de plus précieux. Donc moi aussi c'est un sujet passionnant qui est là depuis très longtemps, et j'ai la chance du coup de pouvoir
œuvrer pour ça, ouais. Et pour les personnes qui sont présentes, qu'est-ce que ça changerait pour vous d'aller vers ce leadership conscient dans votre rapport au travail, dans votre rapport à vous-même? Je vous invite à vous poser la question, pas forcément d'avoir une réponse là, aujourd'hui pendant le live, mais vraiment vous interroger sur ça. Mmh. Qu'est-ce que ça changerait de mettre plus de conscience sur votre monde intérieur et sur l'influence que vous avez aussi avec votre environnement? Et c'est une question que j'aurais aimé, peut-être qu'on me pose, plus tôt. Bon après Ouais, c'est mon chemin aussi d'expansion de conscience, ouais. mais qui dans l'entreprise, m'a manqué parfois parce que j'ai rencontré des influenceurs plutôt que des leaders. Mmh mh. Mmh. Et Mmh. donc, il y avait ce truc que les influenceurs, créent des suiveurs et pas des leaders et c'est Ouais, tellement vrai. ouais. Qu'est-ce que ça a changé chez toi d'aller vers ce leadership conscient, Estelle? Je suis toujours en chemin, hein, je tiens à le dire. Ah bah, comme C'est tout pas le comme on monde. arrive. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Bah, un mot, c'est la liberté. C'est alors non seulement ça fait partie d'une de mes valeurs fortes, mais hem, quand on se met en action par rapport à ce qu'on à ce qu'on est profondément, à sa nature profonde, à ses envies profondes, et ben, ça nous rend libres, en fait. On n'est plus dépendant du coup de ce qu'on attend de nous, de ce que l'extérieur, veut, voilà, veut projeter. On est plutôt à proposer et je trouve ça beaucoup plus puissant au final, enrichissant et ça créerait certainement, hem, beaucoup plus de motivation aussi. Si on remet ça dans le cadre de l'entreprise, c'est comment ah oui, il faut que je motive mes collaborateurs, mais redonnez-leur en fait ce pouvoir-là. Alors redonnez-leur, permettez-leur qu'ils retrouvent aussi ce pouvoir et et bon voilà, souvent je pars, j'ai des idées qui vont revenir. Ouais. Non, mais c'est tellement juste, moi, ça me fait penser à pouvoir créateur, tout simplement Ouais, la liberté. Moi, je suis grande ouais, amoureuse de la liberté. C'est aujourd'hui, quelle liberté d'être, et on va finir avec ça, vous avez envie d'avoir? ouais. Quelle souveraineté vous avez envie d'avoir sur votre vie professionnelle et personnelle? Parce que le leadership conscient, c'est bien plus large que l'entreprise. Ça touche l'être et c'est ce que j'ai à cœur, de faire tous les jours, dans mon métier, c'est accompagner sur, l'hygiène de l'être et de le mettre au service de la performance. Merci pour toi d'œuvrer dans ce sens-là. Moi Bah, j'ai aussi. envie de te dire, j'ai presque pas choisi, hein. J'ai été par la force des choses, enfin, j'ai souffert, de ce mal-être au travail, en étant ultra performante, mais en étant, pas forcément alignée Mmh, avec qui j'étais, et avec mes valeurs. Donc, j'ai été poussée un peu dans ce chemin de transformation. Je n'ai pas vraiment choisi, ouais. vérité. Moi, c'est ça aussi la bascule, c'est qu'à un moment donné, quand les valeurs sont trop bousculées, c'est qu'il faut il faut suivre en fait cette petite voix qui nous parle et qui nous dit d'aller ailleurs en tout cas ou de sortir d'un système qui nous correspond plus. Ouais. Et oui, remettre le cœur au centre pour avoir cette boussole, Ouais, c'est ça. cette Et moi boussole de aussi, je suis ravie je, je crée une offre en ce moment qui s'appelle Cœur de leader, tu vois. Donc on est en plein dedans, mmh, de remettre ce cœur au milieu de ce management et qui va être plutôt enfin, comment dire, un espace d'expérience, parce que je trouve aussi que on a besoin d'espace pour pouvoir aller cultiver ce leadership. Encore une fois, ça se cultive, ça se remodèle, ça s'expanse. Donc cet espace-là, ouais, enfin, cette thématique me tient à cœur pour pouvoir embarquer des leaders qui viennent justement prendre soin de leur leadership dans cet espace-là. et qu'est-ce que tu as envie de dire alors pour conclure sur ce sujet et sur, Je suis ravie déjà qu'on s'est autorisé à avoir cet échange sur une thématique qui nous tient à cœur et que moi j'ai espoir en fait pour ce que je vois à travers mes accompagnements, notamment aussi avec une nouvelle génération qui arrive et aussi pas que nouveau, mais certains aussi dirigeants qui voient bien qu'il y a quelque chose à changer. J'ai beaucoup d'espoir et je suis optimiste que si on œuvre
chacun, à notre façon, la transformation se fera. Donc, je veux garder cet optimisme. Oui, c'est clair. Et peut-être rappeler, avant de se quitter, que bah, le meilleur outil de transformation de la société, c'est l'humain et la Mmh. conscience humaine. Mmh. Plus je vais élever le niveau de conscience des êtres humains, plus quelque chose va changer dans le fonctionnement qu'on a au niveau organisationnel. Et dans ça, l'entreprise a son rôle à jouer, Ouais, je pense. complètement. Ouais, ouais, complètement. Et c'est pas du tout un sujet qui est personnel ou individuel. Non. C'est à la fois ça, mais c'est aussi un chemin qui est collectif. Et comment on va interagir les uns avec les autres dans l'expansion de notre conscience et la transformation de nos comportements. Ouais. Voilà, pour finir, merci pour cet échange. Merci pour toutes les personnes qui ont assisté à ce live. Si vous avez des questions, on va poster le live en replay. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, à travers nos sites internet et, euh, et à réfléchir à ce nouveau paradigme et comment vous pouvez mettre plus de conscience dans votre vie, dans votre business et récupérer votre souveraineté. Mmh. Magnifique. Bienvenue à tous alors sur ce chemin. Bienvenue à tous dans ce chemin. Ouais. Au revoir Au Estelle. Au revoir revoir Edmé. tout le monde.